Vous écoutez France Culture. Emmanuel Laurentin, bonjour à tous. Bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Suite et deuxième temps donc d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Albert Camus qui hier nous en donnait la théorie, voici Samuel Beckett qui de son côté l'illustre à merveille. Et après Marc-Henri Harfeux, venu hier vous raconter le mythe de Sisyphe, voici Bruno Clément qui enseigne à Paris 8 et qui est notamment l'auteur de L'œuvre sans qualité, rhétorique de Beckett, paru au Seuil en 1989. Bruno Clément donc, qui en attendant Godot vient aussi vous parler de fin de partie. Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Qui? Godot, voilà. Attendons d'être fixés d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit glacé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Il n'était pas là. Je n'ai pas fait attention. Ah ben, mais... rien de bien précis. Une sorte de prière. Voilà. Une vague supplique. Tu veux? Et qu'a-t-il répondu? Qu'il le verrait. Il ne pouvait rien promettre. Il lui fallait réfléchir. À tête reposée. Consulter sa famille, Ses amis, ses agents, ses correspondants, ses revis, son compte en banque. avant de se prononcer. C'est normal. Ah. Il me semble. Moi aussi. Et nous? Plaît-il? Je dis... Et nous? Je comprends pas. Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle. Prends ton temps. Notre rôle. Celui du suppliant. À ce point-là, Monsieur a des exigences à faire valoir. on n'a plus de droit. Tu me ferais rire si ça m'était permis. Nous les avons perdus. Nous n'avons pas arrêté. On n'est pas liés. Bonjour Bruno Clément. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. L'extrait qu'on vient d'entendre est extrait de la première partie d'En attendant Godot. Je ne sais pas si on peut parler d'un premier acte d'ailleurs. C'est très compliqué d'ailleurs de savoir où on se trouve En attendant Godot. De façon générale, d'ailleurs dans les pièces de Beckett, on a le sentiment chez Beckett que le temps ne passe pas. Peut-être aura-t-on au cours de cette émission l'occasion d'en reparler. En revanche, dans cet extrait, donc ce dialogue entre Vladimir et Estragon, deux des quatre personnages de cette drôle de pièce, c'est un des rares moments où on prête à Godot un certain nombre de traits. Alors là, il a tête reposée, famille, agent, correspondant. Un peu plus tard, on lui attribuera une barbe blanche. En sorte que c'est un des très rares moments où l'on a en creux une description de Godot, auquel par ailleurs on adresse une sorte de prière. Est-ce que Godot, comme on le dit trop facilement, Bruno Clément, est un équivalent tout simplement du Dieu qui ne vient pas? Vous savez que Beckett a toujours refusé de répondre à cette question. Mais oui, mais vous n'êtes pas Beckett. Et je pense qu'il avait de bonnes raisons de refuser, parce qu'il me semble que... Moi, je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non non plus, parce que effectivement, c'est, me semble-t-il, un des ressorts de la pièce. C'est que pour le spectateur qui s'ennuie ferme dans son fauteuil, comme les personnages disent eux-mêmes qu'ils s'ennuient, je pense qu'on sera amené à parler souvent de cette espèce de correspondance qui s'installe dès les premières minutes de la pièce entre le public et les acteurs. Pour le spectateur, il y a une sorte d'attente, en même temps que celle des personnages de Godot, mais aussi d'en savoir plus sur Godot. Donc ça joue comme un ressort dramatique, et évidemment la question doit continuer à se poser toujours. Maintenant, c'est sûr que dans ce nom-là, c'est un des 4 noms, il y a 4 personnages, il y a 4 noms, mais il y a 5 personnages, il y a quand même un messager à la fin. Oui, il y a un messager à la fin, c'est celui qui attribue la barbe blanche à Godot d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je suis à son service, il donne des nouvelles de Godot, il dit il a une barbe blanche. Il a une barbe blanche, donc il y a 4 personnages, plus Godot, qui n'est pas un personnage puisqu'il n'apparaît pas, mais qui a quand même un nom, donc il y a 5 noms. Hein. Donc c'est un des 5 noms. Et il me semble que alors, le nomastique chez Beckett, c'est extrêmement important. Vladimir, Estragon, Lucky, Pozzo
Godot. Voilà. Moi, je peux pas disserter longuement sur chacun des noms. Je vous épargnerai ça. Bah, mais en tout cas, vous avez tort. Allez-y. sur Godot, en tout cas, je pense que ça joue sur plusieurs registres. Effectivement, celui-là, c'est impossible de le nier. Mais vous savez que ça commence aussi par une histoire de godillot tout au début. Estragon essaye de retirer sa godasse, son godillot. Dans Godot, il y a aussi le god de godasse ou de godillot. Et puis, moi, je crois assez ferme qu'on a dans le nom de Godot les deux consonnes G et D qui sont les deux consonnes qui forment les noms de Gogo et Didi, et que le O de Godot... rappelons que Gogo, c'est le surnom d'Estragon, Didi, c'est le surnom qu'Estragon donne à Vladimir. On a à peine besoin de le rappeler en réalité, parce que les personnages ne s'appellent entre eux que par leur surnom. Gogo, Didi. Seul le lecteur sait qu'à ces deux surnoms correspondent des noms, Vladimir dont le nom n'est jamais prononcé et Estragon dont le nom, je crois, est prononcé une fois tout à la fin. Donc en fait, pour les spectateurs, seul Didi et Gogo sonnent. Si bien que Godot est une sorte de mot valise, si vous voulez, peut être entendu aussi comme ça. Ça me fait penser à le fonctionnement pour le spectateur de cette onomastique. Ça me fait penser à quelque chose d'extrêmement intelligent qu'avait dit Anouilh au moment de la sortie de la pièce. Il a dit, c'est les pensées de Pascal jouées par les Fratellini. Et il y a quelque chose de très juste, il me semble, là-dedans, autant sur le fond que sur la manière dont fonctionne la pièce. Si vous dites ça, c'est que vous accréditez quand même l'hypothèse selon laquelle Godot, c'est un dieu qui se cache. Hein. C'est le dieu caché dont parle la Bible et autour desquels les pensées de Pascal s'articulent pour penser la misère de l'homme sans Dieu. Alors, je ne l'accrédite pas, mais je mets en tout cas à l'actif d'Anouilh d'avoir vu que ça se jouait en permanence sur deux registres et que si on en laisse un de côté, on perd ce qui fait toute la saveur de Beckett. C'est-à-dire, dans Beckett, vous avez des questions qui sont à la fois des questions de type religieux et métaphysique. C'était, par exemple, tout au début, puisque vous parlez de la Bible, l'histoire des deux larrons. L'un des deux larrons fut sauvé. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un des évangélistes qui en parle? Donc, question extrêmement grave sur le salut, sur l'existence d'un sauveur et sur sa mission. Mais en même temps, vous avez des questions dans le genre, il reste plus de carottes, qu'est-ce que c'est que cette saloperie, etc. Et si on n'a qu'un seul des deux registres, on perd la spécificité. Alors, il me semble que dans Godot, si on n'entend que God, mais qu'on n'entend pas Godillot, voilà, pour répondre à votre question, on perd beaucoup. Et même on perd l'ambiguïté sur laquelle, je crois, Beckett a installé toute son affaire. Alors on va revenir plus exactement sur ce que vous dites et sur Godillot et sur God, précisément parce que jeudi prochain, avec Marie-Claude Hubert, on parlera de la cantatrice chauve. Et nos auditeurs apprendront jeudi prochain, sinon maintenant, que Ionesco s'est inspiré ou a construit la cantatrice chauve à partir d'un manuel, Assimile, d'apprentissage, de conversation anglaise. En somme, c'est en voulant apprendre l'anglais que Ionesco découvre un certain nombre d'évidences stupéfiantes comme le plafond est en haut, le plancher est en bas, et qu'il décide d'en faire la cantatrice chauve. C'est donc à partir de l'apprentissage de l'anglais que Ionesco en vient à construire la cantatrice chauve. Chez Beckett, c'est du renoncement à l'anglais, en un sens comme langue première, qu'est né Godot. De là, évidemment, peut-être comme un souvenir de l'anglais, le God divin anglais, mais également macéré, si j'ose dire, dans du godillot, c'est-à-dire dans les pompes qu'Estragon essaie de mettre au début de la pièce. Alors, si vous me permettez de corriger légèrement ce que vous dites. Corrigez tout ce que vous voulez, ce ne sont que des hypothèses et je n'y connais rien. Allez-y. Beckett n'a pas renoncé à l'anglais. Il n'a jamais renoncé à l'anglais. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la dernière semaine de sa vie, il écrivait en anglais, il traduisait en anglais, et que il y a une époque, effectivement, on peut reparler de ça à propos de Godot, c'est la première pièce de Godot publiée en français, et c'est très important qu'elle le soit d'abord en français, mais elle a été traduite par lui-même, mais après ces pièces-là, il a écrit des pièces directement en anglais, comme par exemple Oh les beaux jours ou La dernière bande, qu'il a ensuite traduite en français, mais donc il n'a jamais renoncé à l'anglais. Il a mené de front un travail d'écrivain dans les deux langues. Mais est-ce que, pardonnez-moi, juste une parenthèse quand même, est-ce qu'il
ne donnait pas au français, là encore une fois c'est une hypothèse, mais je crois que lui-même le dit, est-ce qu'il ne faisait pas du français l'occasion justement d'amenuiser le langage, de le réduire à une forme, à la forme la plus ténue possible? Est-ce qu'en somme le français ne l'aidait pas, à gagner en concision, j'allais dire presque, ou en absence, en sentiment de l'absence? Est-ce qu'il ne se servait pas du français en ce sens-là? En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre, que, au moins au départ, c'était une de ses motivations. C'est ce qu'il a laissé entendre quand on l'a interrogé là-dessus, mais comme vous savez, il a été très avare de confidences. En revanche, si on s'intéresse à ce qu'il en disait avant la parole publique, c'est-à-dire en fait avant qu'il soit connu, on a quelques confidences qu'on peut glaner dans sa correspondance qui font état d'une réflexion qui est extrêmement complexe et dont Godot, en fait, est l'aboutissement. Alors, c'est vrai que c'est écrit en français, mais puisqu'on a parlé des 4 noms des personnages, vous les avez énumérés, les auditeurs l'ont entendu, il y a 4 nationalités. Il y a Lucky qui est effectivement anglophone, il y a Vladimir qui est russe, il y a Pozzo qui est italien et il y a Estragon qui est français. Chacun des noms entraîne avec lui un certain nombre de connotations qui toutes, selon moi, sont liées justement à cette affaire de langue. Lucky, c'est inutile d'en parler, puis on parlera peut-être du fameux monologue de Lucky, qui est effectivement le seul personnage qui a un nom anglais et qui, comme par hasard, prononce une tirade qui est, pour le commun des mortels, absolument incompréhensible. Hein. Oui, donc, effectivement, oui. Même pour le moins ordinaire des mortels, déjà, il donc est on a perdu, l'idée qu'effectivement, l'anglais arrive à bout de course. Mais en ce qui concerne les autres personnages, Vladimir, par exemple, mon hypothèse est assez simple. Beckett se sentait beaucoup d'affinité, bien qu'il ne l'ait jamais avoué, avec un écrivain russe qui s'appelle Ivan Tourguenieff, à qui d'ailleurs il a emprunté plusieurs titres. Amour. Premier amour, Assez, La fin, c'est des titres de Tourguenieff. Alors, quand on ouvre Nid de gentilhomme, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui est écrit à peu près en même temps que Premier amour. Donc, titre commun à Beckett et à Tourguenieff, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui s'appelle Vladimir, qui est un personnage qui sait parler un peu toutes les langues, hein, mais mal une troisième langue qui est l'allemand, mais il dit ça fait rien, il faut parler mal. Or, dans une lettre de 1937, Beckett dit en fait, mon idéal, ça serait ça. Ça serait de malmener une langue étrangère pour arriver à écrire mal. Je parle de Vladimir, mais je pourrais dire la même chose de Pozzo, par exemple, hein, qui évoque l'Italie et Dante, et dans la Divine Comédie, le Pozzo du chant 31 de l'Enfer, c'est le puits, Pozzo, dans lequel repose le géant Nemrod, qui est censé, dans la Bible, être à l'origine de l'affaire de Babel, et donc de toutes les langues. Je vous cite Bruno Clément, hein, puisque c'est un article que vous consacrez à cette affaire. Dans une lettre de 1937 adressée en allemand à un ami allemand, Beckett parle déjà de faire sombrer la langue dans le discrédit, de percer dedans trou après trou, de mettre à mal la langue maternelle. On voit que le fameux mal-dire beckettien, comment mal-dire, hein, demande le narrateur de Mal vu, mal dit, n'est pas une fatalité déplorable, qu'il n'équivaut pas à un constat pessimiste, ironique et sans illusion, qu'il est au contraire un programme très tôt formulé, que Beckett s'efforcera de mettre en œuvre par tous les moyens possibles. Est-ce que ce fameux mal-dire de Beckett est déjà à l'œuvre quand il dit qu'en français c'est plus facile d'écrire sans style ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue déjà dans En attendant Godot et dans Fin de partie, qui est une pièce qui est écrite peu de temps après, presque dans la foulée, je dirais, qui est très étroitement liée à Godot, bien qu'elle ouvre des pistes un peu différentes. Alors oui, je pense que la question du mal-dire, on vient d'évoquer à l'instant la fameuse tirade de Lucky, ça serait un des exemples. Donc, ça va chercher du côté de l'anglais quand même, puisque c'est le seul personnage qui a un nom anglais. Mais si vous prenez le personnage de Pozzo, par exemple, il est une sorte de caricature du langage rhétorique, apprêté, cabotin, et il fait son numéro de langage qui tourne complètement à vide, qui n'a plus aucun intérêt que spectaculaire et vaguement nostalgique, mais absolument plus en prise sur ce que seraient les exigences esthétiques de l'époque. On va parler de Pozzo, mais d'abord, on va entendre, puisque Jean-Louis Jacopin, en bon camarade, est avec nous en direct dans le studio 167 et qu'il a l'art d'improviser comme tous les bons acteurs et les grands lecteurs, eh bien on va entendre justement quelques lignes de la fameuse tirade de Lucky dont vous nous parlez, Bruno Clément.
Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman d'un dieu personnel, quoi, à barbe blanche, quoi, hors du temps de l'étendue qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine apathie nous aide, nous aime bien à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra et souffre à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps dans le tourment, dans les feux, dont les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir porteront l'enfer au nu, si bleu par moments encore, aujourd'hui, et calme, si calme, d'un calme qui pourrait être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu, mais n'anticipons pas. Il a du bobo Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis, ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon, oh pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le Bruno soigner. Clément est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mardi, c'est de Beckett que nous parlons dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à l'absurde. Alors je précise à tous les auditeurs évidemment que mon camarade Jean-Louis Jacopin ne bégaye pas. C'est un excellent lecteur et c'est le texte que vous venez d'entendre, extrait donc d'En attendant Godot, et rigoureusement celui qui est écrit. Bruno Clément, que dites-vous de mixer Bobby Lapointe avec Lucky ? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et s'il fallait choisir entre deux références, puisque en ouvrant cette émission, vous avez évoqué Camus, en disant que Beckett l'illustrait. Alors moi, j'ai mis de forts doutes sur cette proposition. Je peux l'argumenter, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais il me semble que entre la référence Camus et la référence Bobby Lapointe, pour moi, il n'y a absolument pas de doute. C'est Bobby Lapointe qui est la plus pertinente. Parce qu'il y a un travail sur le langage. Alors, on peut le trouver simple, mais c'est celui qui doit passer, qui est celui de la chanson. C'est un travail qui est extrêmement rigoureux quand même, mais qui passe vraiment par un travail formel que, à mon avis, Camus ne fait pas. Et pour argumenter un tout petit peu la proposition que je conteste, pour la contestation de votre proposition, je dirais qu'il y a explicitement, alors que Beckett est très peu souvent explicite sur ce genre de choses, il y a chez Beckett, pas dans son théâtre, mais dans un de ses romans, dans Molloy, une phrase qui est 2 ou 3 même, qui sont assassines à l'endroit de Camus à 10 minutes décisif, et c'est quelque chose avec quoi il ne se sentait absolument pas en affinité. Voilà. Et on pourrait aussi penser que si Beckett l'assassine, c'est aussi aux yeux de Beckett une façon de lui rendre hommage. On va continuer d'en parler. Bruno Clément, quand Camus, par exemple, dit « la campagne est noire de soleil », c'est une phrase qu'on pourrait retrouver chez Beckett, puisque c'est cette façon. Il y a 2 façons finalement de jouer avec les mots partant de Beckett ou en travaillant autour de lui. On peut jouer avec les sonorités, comme on peut également fabriquer des images inédites, se servir de métaphores tout à fait surprenantes. Je n'ai pas là le texte de Beckett en tête, il ne m'en vient pas, mais vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'il y a chez Beckett des oxymores, des contradictions apparentes qui en vérité permettent de désigner quelque chose d'extraordinairement précis et qu'on trouve ce procédé chez Camus, alors là pour le coup en permanence, non ? Oui et non. Alors, je suis d'accord pour l'oxymore, pour des formules saisissantes. Celle qui me vient à l'esprit immédiatement, qui est pour moi peut-être la plus célèbre, mais qui est la plus emblématique, c'est le fameux noir clair de fin de partie. Hein. Alors ça, noir de soleil, noir clair. Hein. Alors, est-ce qu'il fait noir ? Comment est le ciel ? Noir, blanc, gris ? Il est noir clair. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui correspond à ce que vous dites. Mais alors, j'ai dit oui et non. Je dis non en ce sens que Beckett n'est, pour moi, et je crois que ce serait difficile de trouver des contre-exemples, c'est pas l'homme de la métaphore du tout. C'est pas quelqu'un qui a travaillé cette affaire. Il a travaillé beaucoup de choses en rhétorique. Il a travaillé beaucoup de choses du côté de l'image, à quoi la métaphore évidemment est liée, mais plus d'un point de vue, je dirais, de théorie de l'image, c'est-à-dire de théorie presque philosophique, avec des références qui sont souvent des références d'ailleurs explicitement philosophiques, Malebranche ou Coleridge ou des gens comme ça, que sur la métaphore même. Et je crois que on aurait beaucoup de mal en réalité à trouver des métaphores qui ne soient pas des métaphores
d'évaluer immédiatement après qu'elles ont été écrites ou prononcées. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas immédiatement dénudés comme des procédés qui n'ont plus de sens. Comme beaucoup de figures de rhétorique chez Beckett, d'ailleurs. C'est-à-dire, chez Beckett, en somme, dès qu'il emploie une métaphore, il la démystifie immédiatement? Oui. C'est ce que ça s'appelle en rhétorique la dénudation. C'est-à-dire il emploie le procédé, mais en même temps, il montre qu'il l'emploie pour le tourner en ridicule. Mettons alors que ce qui distingue Camus de Beckett, c'est que Camus est l'auteur du dénuement et l'autre de la dénudation. Bruno Clément. On va rester chez Beckett, puisque ce n'est pas de Camus que nous parlons aujourd'hui, mais de Beckett. On va rester chez Beckett. Vous avez parlé tout à l'heure de Pascal. Il y a effectivement chez Beckett beaucoup d'éléments de Pascal. Alors on a vu l'éventualité de la misère de l'homme sans Dieu. On pourrait aussi s'interroger évidemment sur ce qu'il dit du divertissement. On a constamment le sentiment que ces personnages, par exemple quand il dit « qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend ». Oui, mais en attendant, si on se pendait, ce serait un moyen de bander. On bande avec tout ce qui s'ensuit, là où ça tombe, il pousse des mandragores. On se dit qu'on est typiquement dans une figure pascalienne du divertissement. C'est l'enjeu chez Beckett, et peut-être y parvient-il d'ailleurs, c'est au sens littéral, de tuer le temps, Bruno Clément. Non, je peux pas souscrire à l'ensemble des propositions que vous tenez. Vous les enchaînez comme si elles avaient une cohérence profonde et que c'était là le fond des choses. Alors, loin de moi l'idée de nier qu'il y ait effectivement quelque chose de cet ordre-là. Mais il me semble qu'il faut le mettre en rapport plutôt avec tout ce qui est fait par ailleurs dans la pièce de Godot ou dans d'autres pièces, on pourra parler de fin de partie tout à l'heure si vous voulez, du côté de tout ce qui est fait en direction de l'héritage, de la pensée, de la philosophie, de la spéculation intellectuelle en rapport avec la littérature. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, chez Beckett, se met en place et dont il ne bougera pas, c'est la littérature. Penser, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Donc, son affaire, c'est plus difficile. Ça se met en place dès en attendant Godot. Je peux essayer tout à l'heure de développer un petit peu. C'est vivre. Mais oui, mais son affaire de lui... Ou survivre au fait d'être vivant, je veux dire. Oui, mais ne confondons pas l'individu Samuel Beckett et ce qu'il nous donne à lire dans les pièces. Hein. Son affaire, il n'y a qu'à regarder sa correspondance, que vous me faisiez la gentillesse de citer la lettre de Axel Kahn, oui, traduite par Isabelle Mitrovica, qui est ma femme et à qui je rends hommage, parce que c'est une traduction très difficile à faire. C'est écrit dans un mauvais allemand et il faut qu'on entende que l'allemand dans lequel c'est traduit, c'est un mauvais allemand. Dans sa correspondance, on voit bien que dans toutes les années qui précèdent Godot, il est attelé à un projet esthétique, pas un projet existentiel, à un projet esthétique nouveau, et il s'agit de situer, faire les frontières, dessiner les limites entre lesquelles la littérature, nouvelle manière, va devoir se tenir. Alors, on sait ce qui est à répudier, c'est tout ce qui est de l'ordre de la philosophie, de la spéculation religieuse, de la prétention à articuler quelque chose qui soit de l'ordre de la théorie. Et en même temps qu'il y a ça, il y a un travail de réflexion formelle, je dirais, sur le genre, sur la phrase, sur le style, comme vous disiez tout à l'heure, ça c'est vraiment très très important, qui se met en place presque à l'insu du spectateur, hein, qui ne l'entend pas tout de suite. Mais on peut dire ça en 2009, c'est-à-dire très très longtemps après les premières de Godot, où on entendait ça très difficilement. On ne pouvait pas l'entendre parce qu'on ne connaissait pas la suite. Mais on sait maintenant tout ce qui a suivi et tout ce qui était en germe dans Godot. Tout ce qui était en germe dans Godot a-t-il vocation à s'épanouir ou bien à rester éternellement en germe comme un jeu perpétuellement recommencé? Non, ça s'est épanoui indiscutablement. Là, j'amorce, si vous voulez, un petit virage en direction de la pièce suivante, parce que je pense que les deux pièces sont très liées en même temps, et il y a entre les deux une vraie coupure qui est fin de partie. Fin de partie reprend un certain nombre de choses qui étaient déjà dans Godot, mais en même temps amorce un virage qui sera un virage vraiment décisif. Et moi, je dis grave, d'une certaine façon. Grave, si on pense à ce qu'a été le théâtre jusqu'à ce moment-là, donc 1957, fin de partie.
Je dirais pourquoi tout à l'heure. C'est un virage qui peut être considéré comme un virage grave, mais en tout cas, par rapport En attendant Godot, ce qui me paraît décisif, c'est, on peut comparer les didascalies du début, route à la campagne avec arbre, c'est-à-dire une didascalie qui plante le décor à l'extérieur, et fin de partie, intérieur, sans meubles. On est passé de l'extérieur à l'intérieur. Il y a quand même dans la fin de, il y a quand même la poubelle où vit le père dans fin de partie, non? C'est l'intérieur de l'intérieur, là, c'est encore plus intérieur. Je sais pas s'il y a des meubles à l'intérieur de la poubelle, oui, mais... Non, intérieur, oui. Ah oui, vous voulez dire c'est un meuble? Mais en soi, oui. Oui, il y a un fauteuil, il y a des poubelles, d'accord. Intérieur gris, mais intérieur. Donc le passage qui me paraît vraiment fondamental entre les deux pièces, c'est un passage de l'extérieur à l'intérieur, à un espace qui est celui encore de la scène classique. On donne quelque chose du monde à voir, la route, l'arbre, la nature, la campagne, le fossé qui est évoqué à côté. Et ça, c'est un fonctionnement, je dirais, classique du théâtre. Beckett connaît cette traduction classique sur le bout des doigts, Alors que dans fin de partie, il n'y a plus rien, à mon sens, il n'y a presque plus rien de cette tradition classique. Et le décor est entièrement intérieur. Je ne dis pas que ça s'est jamais fait avant Beckett, mais sur la nature de cet intérieur, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument inédit, et que je dis peut-être grave. Vous voulez dire, alors on va en parler de fin de partie, mais vous voulez dire que dans Godot, il y a en permanence le sentiment que, en somme, toute la maîtrise, toute la culture classique de Beckett est soigneusement évitée, en somme. Il donne constamment le sentiment d'essayer d'échapper à sa propre culture classique, alors que dans fin de partie, il n'a pas d'effort à faire. Non, pas du tout. Non. Si vous regardez En attendant Godot de près, vous allez vous apercevoir qu'il y a des références sans arrêt à cette culture classique, sur l'unité de temps. Vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que le temps ne passe pas. Alors, c'est une unité de temps qui est superlative. Le temps ne passe absolument pas. C'est toujours la même journée, toujours la même heure, on ne bouge pas. Unité de lieu, on ne peut pas bouger de cet espace. On dit qu'on s'en va et on ne s'en va pas. Et c'est même pas unité d'action, c'est nullité d'action. C'est-à-dire, c'est une espèce de surenchère sur les règles du théâtre classique, qui sont très très présentes. Simplement, la différence, qui est fondamentale à mes yeux, c'est que ce qui était dans le théâtre classique, la condition du drame, les unités, le temps, le lieu, l'espace, le temps, etc., c'est chez Beckett non plus les conditions du drame, mais le sujet du drame. Et le fait, par exemple, qu'ils reprennent terme à terme des phrases extraites de Molière, de Dante, est en soi un argument supplémentaire, c'est-à-dire... Bien sûr, c'est quelqu'un qui a la tradition accrochée à sa plume, il ne l'oublie jamais, et elle est là, présente tout le temps. Vous citez deux très 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 grands noms. Dante, c'était jusqu'à l'extrême fin, il ne s'est jamais séparé de Dante. Il y a un moment, je crois que est-ce que c'est Estragon ou Vladimir qui prend un coup de pied de Lucky et qui dit « Ah, il m'a estropié ». Or, c'est la parole d'Harpagon. Ah oui, voilà, par exemple. Et alors, c'est Estragon qui est brutalisé. C'est Estragon, voilà. C'est Estragon, donc Harpagon ou Estragon qui parle comme Harpagon. Sur Estragon, j'ai pas dit encore sur ce nom-là, mais... Allez-y sur Estragon, parce que j'ai une question très grave, moi, à vous poser sur En attendant Godot, mais allez-y sur Estragon. Non, sur Estragon, en fait, c'est une pure hypothèse, mais étant donné la convergence, si vous voulez, des connotations dont j'ai parlé tout à l'heure, sur Vladimir ou sur... c'est-à-dire sur ou sur Pozzo, c'est-à-dire toute l'affaire des langues, la solution que je propose est un tout petit peu boiteuse, je le reconnais, mais Estragon, c'est la quasi-anagramme de Stranger. Il n'y a que le O en plus. C'est-à-dire qu'au moment où Beckett adopte le français, le personnage français, le personnage dont le nom est français, il a un nom dont les lettres forment à peu près le mot stranger, étranger. C'est la langue qu'il choisit comme langue étrangère, et il l'a bien dit, ce qu'il veut faire, c'est malmener une langue étrangère. Et c'est celui qui essaye, c'est Godillot. Une question encore sur En attendant Godot. Comment se fait-il que les feuilles poussent entre les deux temps? Alors, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, si nous ne vous racontons pas l'histoire d'En attendant Godot, il n'y en a pas d'histoire, il y a juste donc la même scène à deux reprises, un décor semblable, à quelques différences infimes et donc d'autant plus décisives, notamment le fait que de la veille au lendemain, les feuilles ont poussé sur l'arbre. Oui. Bruno Clément. Oui, alors je confirme pour les auditeurs, comme disait un critique méchant à la création, non seulement il ne se passe rien En attendant Godot, mais il ne se passe rien deux fois, puisqu'il y a deux actes. Alors, c'est vrai, là, vous touchez, avec cette question de l'arbre, à deux choses importantes dans le texte de Godot, c'est-à-dire, premièrement, le rapport avec la nature,
et deuxièmement, la question du temps. Entre les deux actes, il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé des choses. Et là, je vais dire en deux mots, et une idée qui est assez simple, je crois, c'est que le fonctionnement du temps chez Beckett est un fonctionnement qui est inédit, je crois, au théâtre, parce que le temps est double. Alors qu'au théâtre, on a une ligne qui est directe du prologue jusqu'au Vous avez dit unité de temps, c'est dualité du temps, en fait. Je dis unité de temps au sens dans l'optique de celui qui s'ennuie et qui dit qu'il ne se passe rien, d'un point de vue existentiel. Mais du point de vue du dramaturge, il mène de front deux temporalités qui sont distinctes, mais qui se superposent malgré tout. La première, c'est celle qui donne l'impression générale au spectateur, c'est-à-dire tout tourne en rond, en boucle, ça revient sans arrêt. C'est l'éternel retour, symbolisé par la chanson que Vladimir chante au lever du rideau du deuxième acte. C'est une chanson en boucle, qui n'a pas de fin. Et c'est la temporalité qui frappe le plus le spectateur. Quand on sort, on a l'impression que ça pourrait continuer indéfiniment. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Il y a aussi une temporalité linéaire. Les arbres ont des feuilles au deuxième acte, et un personnage qui était parlant au premier acte et muet au second, qui était voyant au premier acte et aveugle au second, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a effectivement un temps qui passe, un temps linéaire, un écoulement, et finalement assez traditionnel, en tout cas dans la dramaturgie occidentale. Ce que Deleuze appelle une répétition différentielle, en fait. On répète et on diffère. Oui. On rejoue la même pièce, mais avec des petites variations. Oui, mais dans l'expression répétition différentielle, il n'y a pas l'idée de cyclique, qui est vraiment très forte, je crois, chez Beckett, en tout cas à cette époque-là. Mais c'est vrai pendant assez longtemps, c'est encore vrai dans Fin de partie. Puis on a l'impression que c'est un rituel, c'est dit à plusieurs reprises, et on a l'impression que quand le rideau se lève, il se rouvrira sur le même décor et qu'on recommencera la même pièce. Pourquoi cette comédie tous les jours C'est toujours la même chose. Donc il y a l'impression, pour le spectateur, et du point de vue et aussi pour les acteurs, pour les personnages, que tout se répète. Et en même temps, quelque chose suit son cours. Quelque chose suit son cours. Quelque chose avance. Et c'est pas si facile que ça de mener de front les deux temporalités. Donc, je disais tout à l'heure, ce qui était condition du drame à l'époque classique, disons Corneille ou Racine, devient chez Beckett l'objet d'une interrogation qui est assez serrée et qui est l'objet d'une proposition. Alors, ce n'est pas une proposition tonitruante, elle ne se voit pas, mais elle est à l'œuvre, malgré tout. Et ce que je vous dis du temps, on pourrait le dire de l'espace, on pourrait le dire de l'action aussi. Alors, on va retrouver Vladimir et Estragon, cette fois-ci incarnés respectivement par Michel Aumont et Jean-Paul Roussillon. En attendant Godot, là encore, inutile, impossible d'ailleurs, de vous dire où ça se trouve dans la pièce. Écoutez. Dis quelque chose. Je cherche. Petit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot. C'est vrai. Est-ce que c'est difficile? Si tu chantais. Non. Non. On n'a qu'à recommencer. Ça ne me semble pas bien difficile, en effet. C'est le départ qui est difficile. On peut partir de n'importe quoi. Oui, mais il faut se décider. C'est vrai. Aide-moi. Je cherche. Quand on cherche, on entend. C'est vrai. Ça empêche de trouver. Voilà. Ça empêche de penser. On pense quand même. Mais non, c'est impossible. C'est ça. Contredisons-nous. Impossible. Tu crois? Nous ne risquons plus de penser. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Ce n'est pas le pire de penser. Bien sûr, mais c'est déjà ça. Comment c'est déjà ça? C'est ça. Posons-nous des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà ça. C'est déjà ça, au moins. Évidemment. Alors, si on s'estimait heureux... Ce qui est terrible, c'est d'avoir pensé. Mais cela nous est-il jamais arrivé? D'où viennent tous ces cadavres? Ces ossements. Voilà. Évidemment. On a dû penser un peu... Tout à fait au commencement. Un charnier. Il n'y a qu'à ne pas regarder. Ça tire l'œil. C'est vrai. Malgré qu'on en ait. Comment? Malgré qu'on en ait. Il faudrait se tourner résolument vers la nature. Nous avons essayé. C'est vrai.
Oh, ça n'est pas le pire, bien sûr. Quoi donc? D'avoir pensé... Évidemment. Mais on s'en serait passé. Qu'est-ce que tu veux? Je sais. Je sais. Ce n'était pas si mal, comme petit galop. Ah oui, mais maintenant, il va falloir trouver autre chose. Voyons. 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 Donc Bruno Clément est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance et c'est de Beckett que nous parlons aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à l'absurde. On attend Godot, c'est vrai, est un leitmotiv. On en parlait hors antenne. Un leitmotiv, une ritournelle au sens deleuzien du terme. Ça revient en permanence. Ce qu'on attend, en somme, c'est le moment où on va redire, on attend Godot, c'est vrai. Et on attend aussi que revienne la ritournelle. Bien ce que je dis, oui. On attend, les personnages attendent Godot, les spectateurs un peu aussi, ils finissent par comprendre très vite qu'il ne viendra pas, mais en revanche, ils attendent la ritournelle. Cette ritournelle, elle est un des éléments qui vont dans le sens de ce que je disais à l'instant sur le temps. Hein. C'est-à-dire que, à la fois, l'attente désigne une voie linéaire, on va dans une certaine direction, on attend, comme dans le théâtre classique on attend, mais dans le théâtre classique, il arrive quelque chose. Ce qu'on attend finit par se réaliser, ou il se réalise peut-être quelque chose d'autre, mais quelque chose advient, qui comble ou qui déçoit l'attente. Ici, on garde bien ce ressort, mais c'est un ressort qui tourne absolument à vide, mais il figure comme une espèce quand même de but témoin de ce fonctionnement traditionnel du théâtre, mais en même temps, la phrase revient en boucle et elle alimente un discours qui tourne en rond, qui tourne sur lui-même et qui est une ritournelle. Que vaut à vos yeux, Bruno Clément, l'interprétation de ceux qui disent, en attendant Godot, que c'est une machine de guerre contre l'utopie, puisqu'après tout, Godot vient demain, c'est-à-dire qu'il ne vient pas. Godot, c'est l'autre nom des lendemains qui chantent ou de l'avenir qui, contrairement à ce qu'on espère, évidemment, n'existe pas, puisque soit il est à venir, soit il est arrivé, auquel cas il n'est plus que le présent avec les inconvénients qui vont avec. Est-ce qu'en somme, on peut se servir de Godot contre Beckett probablement d'ailleurs, comme une pièce politique? On peut tout faire, on a tout fait. Non, mais est-ce qu'on le tire par les cheveux? Après tout, vous l'avez tiré par les cheveux tout à l'heure avec Estragon, le Stranger. Je reconnais. Alors, tirons-le par les cheveux dans un sens politique. Est-ce qu'en somme, cette interprétation qui consisterait à dire que, en attendant Godot, c'est une école du présent ou de l'apprentissage de ce qui existe, comme souvent dans le théâtre de l'absurde d'ailleurs, hein, Ionesco lui-même était fasciné par la présence de ce qui existe. Est-ce que cette expérience existentielle que Beckett, comme Ionesco, différemment d'ailleurs décrivent, ou Sartre d'ailleurs à sa manière, est-ce que cette expérience-là ne sert pas justement de palliatif à l'utopie? Alors, ce sont des pièces, Godot et Fin de partie, c'est parmi les pièces du XXe qui ont dû être le plus commentées. Je pense Fin de partie, ça bat absolument tous les records. Donc, on peut tirer ces pièces, je crois, dans tous les sens. Elles s'y prêtent. Et j'y vois là le signe d'une richesse fabuleuse. J'espère que ça continuera. Toutes les pièces les plus grandes de l'histoire du théâtre, c'est des pièces qui ont été commentées 1000 et 1000 fois. Ça a commencé du vivant de Beckett. J'espère que ça continuera longtemps. Maintenant, en ce qui me concerne, puisque vous m'interrogez, toute interprétation qui laisse de côté le travail formel considérable que Beckett a opéré, je ne les conteste pas, mais je les trouve dommages. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Ça ne rend pas justice à ce qui, pour Beckett, était, me semble-t-il, le combat essentiel, qui était un combat quand même sur le renouveau des genres et des formes. Alors, dans Fin de partie, je peux vous dire que là, vous faites du combat de Beckett un combat littéraire. Est-ce que c'est pas d'abord un combat, j'allais dire, existentiel? En somme, Ionesco dit tout est là tout le temps, c'est épuisant. Beckett aurait pu dire la même chose. Est-ce que finalement le combat ne se situe pas, bien sûr, avant d'être à l'avant-garde de la littérature? Est-ce que Beckett, enfin une sorte d'avant-garde, est-ce que le combat de Beckett n'est pas tout simplement un combat pour survivre au fait d'être vivant, par exemple? Vous me parlez de l'homme Beckett, je ne le connais pas. Non, je parle de son travail, en l'occurrence. Oui, je parle de son travail, de ce dans quoi les individus se débattent. Ils veulent se donner l'impression d'exister, ils essaient de se divertir, ils savent pas comment faire, ils sont épuisés. C'est très frappant dans Fin de partie, d'ailleurs. Oui, alors,
là, vous parlez d'une pièce en particulier, qui est Godot, qui est effectivement la première pièce en français, celle qui a fait la notoriété de Beckett, mais on aurait du mal à trouver dans la suite du théâtre des personnages qui se comportent de cette façon. Je ne pense pas que c'est une pièce qui est peut-être emblématique de l'époque, mais qui est peut-être pas emblématique de la production de Beckett. Et les débats existentiels qui sont ceux des personnages, moi, il me semble que ça saute aux yeux, que ce sont des débats qui sont en permanence tournés en dérision, qui sont mis à distance, qui ne sont pas à prendre au premier degré. Ils font partie de tout ce qui est inclus dans le sac de la pensée, de la signification. On ne serait pas en train de signifier quelque chose, dit à un certain moment un personnage de fin de partie, ou dans En attendant Godot, il y a un des deux personnages, Vladimir, qui dit « tout ceci devient vraiment insignifiant ». Et Estragon dit « pas encore assez ». Il ne s'agit pas de promouvoir l'absurde, il s'agit de se débarrasser en littérature de la question du sens. Et bien justement, vous avez cité ce passage de fin de partie, dans lequel on se demande si on ne serait pas en train de signifier quelque chose. On va voir comment Clove répond à cette hypothèse de Ham, et c'est Jean-Louis Jacopin qui vous interprète ce passage et qui fait les deux personnages à la fois, s'il vous plaît. Pourquoi cette comédie tous les jours? La routine, on ne sait jamais. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine, il y avait un gros bobo. Tu as vu ton cœur? Non, c'était vivant. Clove? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose suit son cours. Clove? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas en train de signifier quelque chose? Signifier? Nous, signifier? Ha! Elle est bonne. Qu'est-ce que c'est? Je me demande. Une intelligence revenue sur Terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer? Ah bon, je vois ce que c'est, oui, je vois ce qu'ils font. Et même, sans aller jusque-là, nous-mêmes, par moments. Dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. J'ai une puce! Une puce! Il y a encore des puces! À moins que ce ne soit un morpion. Mais, à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer. Attrape-la pour l'amour du ciel. Je vais chercher la poudre. Une puce. C'est épouvantable. Quelle journée. Je suis de retour avec l'insecticide. Flanque lui en plein la lampe. La vache! Tu l'as eue? On dirait? À moins qu'elle ne se tienne coïte? Coïte? Quat, tu veux dire? À moins qu'elle ne se tienne quat? Ah! On dit quat? On ne dit pas coïte? Mais voyons, si elle se tenait coïte, nous serions baisés. Et ce pipi? Ça se fait. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà Jean-Louis Jacopin qui interprète donc à merveille. Fin de partie pour nous et pour vous, chers auditeurs, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Bruno Clément, dans ce texte, il y a plusieurs éléments. Je vous propose qu'on en parle un petit peu, surtout de ce passage-là, des passages stupéfiants. Tu as vu ton cœur? Non, c'était vivant. Premier point peut-être dont on pourrait parler. Et puis, de façon générale, quand il voit une puce et qu'il dit « mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer, attrape-la pour l'amour du ciel », on se demande s'il est didactique façon Brecht sur le thème, il fait la leçon finalement à l'humanité, enfin en somme si on n'est pas là dans un exercice presque de théâtre didactique, ou si au contraire il se moque de ceux qui voudraient faire la leçon à l'humanité comme Brecht justement à la faveur de leur théâtre. Qu'en pensez-vous, Bruno Clément? La fin du passage lu est un début de réponse. Je veux dire, la dérision, alors beaucoup plus proche de Bobby Lapointe cette fois-ci que de Camus, avouez-le, sur le jeu de mots magnifique. Là c'est incontestable.
Oui, qui me allez-y, fait allez-y. rire vraiment beaucoup à chaque fois, et quand même va dans le sens de, effectivement, la dérision de ceux qui Coït veulent... et quat, hein. Oui, bien sûr, de ceux qui veulent faire la leçon à l'humanité. Mais On sent aussi le plaisir d'un anglophone qui écrit en français, non? oui, c'est Et très qui clair, jubile de c'est l'emploi très de clair. toutes ces Pas expressions. seulement sur quat ou coït, mais lui en plein la lampe, par exemple, qui est une expression française qu'il a dû apprendre. Moi, j'ai reconstitué un certain nombre de gestes qu'il avait dû faire en travaillant, et j'ai retrouvé des traces dans les dictionnaires. Je le suivais à la trace, sa référence principale, c'était le littré. Et donc, il a ressorti des mots qui ne figuraient déjà plus dans les dictionnaires français. Le littré est un dictionnaire maintenant ancien, plus de 100 ans, et c'est amusant de suivre le parcours. Donc, des expressions comme celle-là, qui sont des expressions qu'employaient encore mes grands-parents, je dirais, s'en mettre plein la lampe, mais que je n'entends plus autour de moi, et bien dans le Beckett, ça ressurgit, et c'est vrai, avec la satisfaction de celui qui fait l'apprentissage d'une langue qui n'est pas la sienne. Je veux dire un mot sur l'interprétation peut-être de Jean-Louis Jacopin ici. Je trouve très bien que c'est un soi un même personnage qui lise les deux rôles. Parce que tout à l'heure, je parlais de la différence qui me paraît essentielle entre les deux pièces, Godot et Fin de partie. Alors, résolument, Beckett installe son affaire à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de tentatives de mise en scène, de reconstitution de cet espace intérieur. Et, à l'intérieur, on est dans Fin de partie. Hein, donc là, on est dans Fin de partie, c'est-à-dire, c'est je commande ce qu'on vient d'entendre, là, si vous voulez, un peu à votre demande, le décor. Donc, comment faire ce décor? Donc, c'est un décor absolument clos. Il y a simplement, en haut et de chaque côté, deux ouvertures, qu'en général, on fait carré, et que je crois, on devrait faire ronde. Et un metteur en scène assez audacieux. Beckett a tenté des tas de procès à des metteurs en scène qui étaient peu fidèles à ses indications scéniques. Un metteur en scène audacieux, américain je crois, mais j'ai oublié son nom, avait tenté de reconstituer comme espace scénique l'intérieur du crâne humain. C'était génial à mon avis comme intuition, parce que la suite de l'œuvre de Beckett a montré que l'obsession était totale sur cette affaire de crâne. Et il y a beaucoup de textes qui sont, alors d'abord qui citent explicitement le crâne comme le lieu par excellence des lieux. Si on fait un tout petit retour en arrière sur Godot et sur les larrons, on se souviendra que tout ça, ça se passe sur le Golgotha, que Beckett invoque très très souvent comme lieu de référence et qui veut dire le lieu du crâne. Et à chaque fois qu'il utilise Golgotha, il traduit l'expression en disant lieu du crâne. Alors, je pense que la scène de fin de partie, c'est le lieu du crâne et que on a à l'intérieur de cet espace, en coprésence, mais ça c'est l'artifice du théâtre qui le peut, 3 générations, les parents, les enfants et le fils adoptif. Et si vous regardez bien et vous entendez bien, non seulement 3 générations de personnages, mais aussi 3 générations esthétiques. Chaque génération y va de son petit couplet, de sa petite histoire qu'il raconte. Il y a l'histoire de Nag dans sa poubelle, le père. Il y a l'histoire de Ham, qui est un romancier assez nul et très fier de lui. Et puis, il y a Clove, qui est le personnage, à mon avis, du futur, celui qui finalement occupera toute la place après, qui est la 3e génération, qui tous ont des présupposés esthétiques qui sont scrupuleusement et rigoureusement observés par Beckett à la loupe et tournés aussi, sauf celui de Clough à la fin, en dérision. S'ajoute à cela, si vous permettez, après je vous redonne la parole, s'ajoute à ça que sont mis en coprésence également 3 genres littéraires essentiels, puisqu'on est au théâtre, puisque le personnage central de Ham, je ne sais pas si c'est le personnage principal, mais le personnage central en tout cas, dit qu'il est romancier, et que tout à la fin, vous vous souvenez peut-être que ce qui permet que la pièce se termine, c'est une citation tronquée et complètement estropiée, pour reprendre 2 mots de Molière, de Baudelaire. Une citation de recueillement. Donc, et pour que ça puisse se terminer, Ham dit « et maintenant, un peu de poésie. Voilà, tu réclamais de soir, etc. » Et il cite mal, et puis il se reprend.
Donc c'est très compliqué comme appareil. Il faut que ça finisse, Bruno Clément, et c'est un supplice de le dire, et c'est à grand regret que je le dis. Merci infiniment d'être venu nous parler de Beckett et d'être venu en parler si bien. Demain, je recevrai Marc Laprand en duplex de Victoria au Canada, où il enseigne à l'université, qui viendra nous parler, à l'université de Victoria, où il viendra nous parler de Boris Vian. Et tout de suite, on retrouve le journal des nouveaux chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.